Cela va être difficile. C'est pour cela qu'il faut plus que jamais aussi se faire tester, Absolument. se faire vacciner. Merci. Emel, maybe, and I love the fact that Dr. Tundimbala is talking there about people getting tested ahead of the Africa Cup of Nations, and the AFCON occupied a major part of President Paul Biya's address to the nation, and with a gorgeous through ball, like chipping a pass to Simon Lyonga, who has, with him on the set, fine minds, and they will obviously be providing insightful analysis into the president's address to the nation, but also into what this means going into the Africa Cup of Nations, a tournament that a lot of Cameroonians are waiting for with great expectations. Hello, Simon. Yes, Jano, good evening. Good evening also to Emir Robert Bina and your panel out there. Welcome to this other section of the stadium out here. And like you rightly put it, we are exactly 9 days away from the start of the 33rd edition of the Pan-African Football Fiesta that Cameroon will be hosting in the weeks ahead. And of course, the opening ceremony that is already being prepared will be here in this magnificent state of the art sports arena. The President of the Republic, you rightly put it, gave the attention the African Cup of Nations deserves in that speech, and we're here to analyze and of course highlight the giant part of that State of the Nations address that was given to the African Cup of Nations. And with us is the Minister of Sports and Physical Education, who also doubles as the President of the Local Organizing Committee, the COCAN, Professor Narcisse Mwelekombi. Professor, good evening. Yes, and with us also somebody who is well known here in Cameroon. He is a football coach, the former coach of the Indomitable Lionesses of Cameroon, today the Director General of the National Football Academy, but also President of the Competitions Commission of the Local Organizing Committee, the COCAN, Eno Ngachu. Carl Eno Ngachu. Good evening, Eno. Good evening. Welcome to the CRTV. Thank you very much. And of course, we have with us my all-time compagnon, Charlie Merinos Liatou. Charlie, hi there. Bonsoir, bonsoir Simon et bonne fête déjà. Bonsoir à l'ensemble de nos téléspectateurs et à tous les abonnés de la CRTV parce que nous sommes retransmis sur nos différentes plateformes digitales. Donc cette retransmission va au-delà de nos frontières et d'emblée, Monsieur le Ministre, je vais vous interpeller et je vais vous faire réagir sur ce discours du chef de l'État que nous avons tous suivi avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs. Oui. En tant que membre du gouvernement et citoyen camerounais, pouvez-vous dire un mot de façon succincte sur ce qui a été écouté et entendu ce soir? Alors, tel que je l'ai perçu, tel que je l'ai ressenti, le discours que vient de prononcer le président de la République est un discours d'anthologie, un discours dont la substance, la consistance sont emblématiques de la puissance de trois idées phares, trois idées sublimes. L'idée de lucidité, l'idée de responsabilité et l'idée d'efficacité. La lucidité d'un grand homme d'État qui a toujours su prendre la mesure de la bonne analyse des situations, y compris les plus complexes. La responsabilité d'un grand leader qui ne perd jamais de vue le sens du mandat que lui a conféré le peuple camerounais, démocratiquement élu, comme vous le savez, pour prendre en charge le destin de notre pays et conduire la politique de la nation dans tous les domaines de la vie sociale. Et efficacité, justement, dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions, la mise en œuvre d'un certain nombre de décisions dans tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons 2 ou 3 exemples. Premier exemple, lui-même l'a évoqué, le domaine de l'économie, où la preuve de la résilience, la preuve de la compétitivité, la preuve de la crédibilité de notre économie a été faite à travers le succès remporté, par exemple dans le cadre de l'opération Eurobond, à travers la négociation d'un nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, à travers des réalisations concrètes dans le domaine des infrastructures autoroutières, par exemple, à travers la transformation dans le cadre de l'aménagement du territoire qui a été induite, bien sûr, par la CAN, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, une grande, généreuse, ambitieuse, prodigieuse politique d'aménagement du territoire qui a transformé radicalement le visage de nombreuses de nos cités. Mais
au-delà de cela, je ressens profondément l'optimisme qui habite le président de la République à travers son discours. C'est un discours qui s'adresse au peuple camerounais et appelle le peuple camerounais à une certaine foi en l'avenir. Ce discours, je l'ai écouté avec une certaine émotion, me disant qu'il va certainement allumer dans le cœur, dans les âmes, dans les esprits de nombreux de nos compatriotes, le feu des espérances. Le feu des espérances en matière de paix. Il a parlé beaucoup de la paix dont il est un mendiant, comme il a affirmé dans un discours célèbre à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. La paix dans le nord-ouest, la paix au sud-ouest, la paix dans l'extrême nord, la paix dans l'ensemble du pays, la stabilité, la sécurité, dont il a fait l'un des axes structurants de son action. Et aussi l'appel à l'intelligence collective des Camerounais, qui ne doivent pas s'égarer dans des chemins de traverse et qui doivent toujours garder présent à l'esprit les impératifs de la construction d'une nation forte, parce que unie, parce que fraternelle, parce que solidaire, et aussi d'une république, une république exemplaire, le terme est de lui, parce que constituée de citoyens exemplaires, patriotes, conscients de leurs devoirs, de leurs responsabilités dans la construction d'une nation émergente, mais également dans la déconstruction. Le terme a été prononcé de manière très élégante par le chef d'État dans la déconstruction d'un certain nombre de poncifs, de préjugés, d'images fausses, falsifiantes et subversives de la réalité qui rendent mal compte de la vérité et de la réalité de la situation sociopolitique camerounaise. Venons-en à l'un des faits marquants pour nous sportifs. Nous l'avons longtemps souhaité et attendu. Elle est enfin là, cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Un rendez-vous pour les Africains, un défi pour les Camerounais. À l'écoute de cette tranche du discours du présidentiel, du chef de l'État, rêve de la plus belle CAN jamais organisée sur le continent africain. Et vous, ce soir, en tant que président du comité local d'organisation, à 9 jours du coup d'envoi de l'événement, êtes-vous un homme serein? Écoutez, nous sommes dans un contexte de l'avant. De l'avant, en ce sens que le coup d'envoi sera donné le 9. Et c'est le 9 que nous prendrons la mesure de ce que nous aurons entrepris sous les très hautes instructions, sous la très haute impulsion du président de la République, dont le cap annoncé par rapport à la CAN est précisément celui qui a été rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire une belle manifestation sportive, un bel événement festif, la plus belle des éditions de CAN certainement jamais organisée de toute l'histoire. Bien sûr, le Cameroun en sera à sa deuxième édition après l'édition historique de 1972. 50 ans plus tard, oui, 50 ans plus tard, avec 24 sélections nationales, au lieu de 8, comme il y eut un demi-siècle, avec 6 poules, c'est-à-dire 6 sites de compétition, avec de nouvelles infrastructures futuristes, ultramodernes, qui figurent certainement parmi les plus belles dans le monde, à l'instar de ce magnifique joyau, de cette merveille architecturale, technique, technologique qu'est Olembe, où nous nous trouvons, où nous avons le bonheur de nous trouver, à l'instar de Japoma, qui accueillait avec beaucoup de succès le Chan au début de cette année, à l'instar de Rumde Adja, de Kwekong, de Fandena, le stade Omnisport Hamadou à Idio, ou encore du stade Omnisport de Limbe, ainsi que toutes les autres infrastructures connexes, hôtelières, routières, technologiques, et tous les équipements qui concourent à la bonne réalisation de cet événement nous permettent de dire, au regard de l'effectivité des engagements qui ont été pris
en matière de respect des exigences du cahier de charges de la CAF pour l'organisation de cette compétition qu'au niveau des infrastructures, l'on est prêt. Nous ajoutons qu'il y a la dimension événementielle. Les 15 commissions spécialisées du COCAN sont à pied d'œuvre depuis plusieurs trimestres. Pratiquement au lendemain du CHAN, le chef d'État nous a engagés à mener déjà l'œuvre de préparation de la CAN et partout, sur tous les sites, les commissions sont à pied d'œuvre pour préparer la dimension événementielle. Les fan zones sont déjà debout pour l'accréditation, délivre déjà des badges. Le ministère de la Santé a mis en place un dispositif efficace pour assurer que les conditions de l'accès au stade, la vaccination, les tests PCR seront réunis afin que nous puissions atteindre la jauge que nous avons eu à négocier avec la CAF et qui doit pouvoir contribuer au caractère populaire de cet événement. Nous en profitons, à la suite du docteur Eto'o dit tout à l'heure, pour appeler nos compatriotes amoureux de football qui aimeraient avoir accès au stade à se faire vacciner, à se faire tester dans les conditions prescrites par le protocole sanitaire de la CAF. Mr. Minister, when we listen to you talk, we have some serenity coming out from you. Let's turn to Carl Enongachu, who is also president. Like I said a while ago, you are the president of the Competition Commission of the local organizing committee, COCAN. It's the second time Africa will be having a 24-nation African Cup of Nations. The first time was in 2019 in Egypt. It was the pilot stage. Now Cameroon is going to confirm how good or bad it is. The first question I ask you, Carl Enongachu, is how difficult or how easy has it been for you at the level of that commission to organize this competition with 24 countries? Yeah, you must understand that we have that experience of the CHAN already. I also have that experience personally because I participated already in the Olympic Games in 2012 and also in the World Cup in Canada. So I have an idea already. And I want to assure you that it wasn't easy. It wasn't easy. But however, we can confirm today that we are ready. Ready because it's going to be the first time that we're going to use VAR as from the first playing day. And we've mobilized our teams. They are presently in Douala helping the referees. And in the days ahead, we are going to start theoretical lessons and also practical lessons with the referees. Yes, but you're talking about the video assistant refereeing because in Egypt, the VAR was used from the quarterfinals of the competition. This time around, it's going to be from the first day of the competition. And logistically, it has not been very easy organizing that. First of all, you must know that for the first time, Cameroon has its own VAR. Yeah. In the 6 sites, we have our VAR. So compared to the other countries, this is an innovation. And that is the reason why we are so confident. And we know this time around, we're going to make Africa proud. We're going to make the world proud. And we're going to showcase how to organize once more a Nations Cup. Your commission is also in charge of organizing the ball boys who are going to be used all through the competition across the 6 sites. What's the peculiarity about them and how are they going to operate in this competition? You must also know that ball kits, when I talk about ball kits, it's both for young girls and young boys between the ages of 13 to 17. They are all minors. So we had, from the onset, we had more than 80 that came in for selection. And at the end, we selected 60. They have been undergoing training. And our main, we lay more emphasis on the spirit of citizenship, patriotism, the spirit of sacrifices, and especially the spirit of fair play. And also, they have to work under stress. Can you imagine that they have to be in the field at 6 hours before the beginning of the game because of continued repetition? So it wasn't easy, but however, the children are already there. They continue to practice, and 4 days before the beginning of the Nations Cup,
the coordinator of CAF will be in charge of this kit. So I can assure you once more that at our own level, we are ready already. The children are ready, and they are ready to showcase, to prove to the world that, as concerned organization, Cameroon is the best. We organized Women AFCOM. We're the best so far. Yep. We organized the CHAN some few months ago. We're the best. And this time around, we know we are still going to be the best. And of course, we know everything that it concerns Cameroon is the best. Évidemment, et c'est le best. Monsieur le ministre, une dernière sollicitation dans cette grande soirée de décryptage du discours du président de la République, au-delà des aspects organisationnels, évidemment, pour lesquels vous êtes assez serein. À quelques jours du coup d'envoi de la compétition, il y a un aspect purement sportif et cela passe par la participation des Lions indomptables. Oui. Est-ce que vous, en tant que ministre des Sports, vous avez dégagé ce qu'il faut pour que au soir du 6 février prochain, on puisse célébrer à tous les niveaux au Cameroun? Oui, je voudrais déjà signaler que nos valeureux Lions indomptables, les 28 convoqués par l'entraîneur-sélectionneur Tony Conceição, sont pour la très grande majorité déjà présents au Cameroun et ont commencé leurs entraînements. Nous leur avons rendu visite il y a 2 jours. Nous leur avons rendu visite et ce qui nous a frappé, c'est le sens de la solidarité. Le sens de la solidarité, l'esprit d'équipe qui est en train de germer, qui de match en match se consolide au sein de cette équipe qui, ne l'oublions pas, est en reconstruction et en refondation depuis qu'elle a été confiée à l'entraîneur-sélectionneur Tony Conceição. Je voudrais dire que les très hautes prescriptions du président de la République tendent à ce que tout soit mis en œuvre pour que les Lions indomptables bénéficient des meilleures conditions de préparation et de participation. Une question s'est souvent posée, celle des primes. Mais vous pouvez déjà, à l'aune des compétitions précédentes, récentes, si vous voulez, les éliminatoires de la Coupe du Monde et d'autres matchs encore, je crois que les Lions indomptables, je parle sous le contrôle de Enongachu, nous avons peut-être eu à livrer 16 matchs sous l'ère Conceição avec 2 défaites et de nombreuses victoires. Aucun problème de prime ne s'est jamais posé. Toutes les primes ont toujours été payées et dans le cadre de leur participation à la CAN, toutes les mesures ont été prises pour que les primes, toutes sortes de primes, à commencer par la prime de participation, soient payées à chaque membre, non seulement de l'équipe sportive, mais également de l'équipe d'encadrement administratif, technique, médical qui constitue les Lions indomptables. Et en plus, je voudrais ajouter qu'ils sont dans un cadre qui est propice à leur épanouissement, à leur concentration. Ils sont dans un complexe, disons-le, un complexe dans la banlieue de Yaoundé, très confortable, où vous avez de très bonnes commodités sportives, mais également de très bonnes commodités d'accueil. Et on peut le dire, la balle est dans leur camp. Nous attendons le 9 février. Le 9 février, qui sera l'occasion. Le 9 janvier, je vous en prie. Oh, okay. Le 9 janvier, merci. Le 9 janvier, où, dans ce stade, nous aurons certainement l'un des plus beaux spectacles d'ouverture, de cérémonie d'ouverture. Un beau spectacle de cérémonie d'ouverture et où nous espérons que dans le cadre du match Cameroun-Burkina Faso, les Lions indomptables feront la preuve de ce fighting spirit, si souvent exalté par le chef de l'État, et seront l'emblème de ce Cameroun que le chef de l'État tout à l'heure a caractérisé comme étant le pays des hommes indomptables. And the head of state calls it the Lions fighting spirit. Voilà. Thank you, Mr. Alors, Simon, Yes, si vous permettez, j'aurais peut-être une question pour le ministre des Sports. On sait qu'il y a déjà au moins 3 sélections nationales qui sont au Cameroun, notamment l'Éthiopie, le Soudan, le Zimbabwe. Est-ce qu'il a les premiers échos de la perception qu'ils ont de l'organisation camerounaise en termes du parcours d'accueil,
d'installation dans les hôtels et même des séances d'entraînement et même du match amical qui a opposé hier l'Éthiopie au Soudan. C'est une manière de rodage de toute l'organisation générale. Alors, nous avons à côté de chaque équipe ce qu'on appelle des officiers de liaison. Nous avons des agents de contact avec ces équipes qui nous rendent compte justement de ce ressenti. Nous disons que ces équipes, lorsqu'elles sont arrivées, ont été d'abord émerveillées par la rigueur avec laquelle la question de la prise en charge ou du traitement du protocole sanitaire anti-Covid est engagée ou gérée par les autorités sanitaires camerounaises. Et une fois confrontées aux infrastructures sportives, elles sont émerveillées. Pas nécessairement les infrastructures sportives de compétition, mais même déjà les stades d'entraînement. Même déjà les stades d'entraînement qui sont aux normes internationales et la plupart nous disent qu'ils n'ont jamais évolué dans des stades de football, dans des stades d'entraînement aussi bien. Oui, donc le Cameroun ici est l'incarnation de l'excellence. Il y a un élément que je voudrais ajouter. Le chef de l'État tout à l'heure a parlé, s'agissant de la CAN, justement, a parlé de cet autre élément qui doit pouvoir être mis en évidence. Le Cameroun, en tant que foyer de la fraternité, foyer de la convivialité, de l'hospitalité et de la générosité africaine, mais également en tant que gisement de trésors artistiques, touristiques, écologiques, culturels, etc. Je voudrais vous dire que la preuve de la pertinence et de la luminosité de cette inspiration présidentielle tient, par exemple, au fait que la CAF a choisi le Togo. Le Togo comme élément de la charte graphique que vous pouvez voir ici. Le Togo étant ce tissu de la noblesse, ce tissu de la royauté originaire de la région du Nord-Ouest, marqueur de l'identité culturelle de la Mésame, du Nord-Ouest en général, et que le ballon de la CAN also has the signal of Togo, which is également le Togo. Nord-Ouest. Et j'ajoute un autre élément, la mascotte Mola. La mascotte Mola, elle est originaire du Sud-Ouest. From the Southwest. Thanks very much. Porte bien fièrement le Togo. Thank you very much, Mr. Minister of Sports and Physical Education, President of the Local Organizing Committee. And of course, there's also some good news coming from the den of the Indomitable Lions of Cameroon, Eric Maxime Choupo-Moting, who was injured after the tests that were carried on him this afternoon. They showed that he's going to be very okay for the competition. And of course, Christian Basogok, who was in confinement, is also out after a negative test, COVID-19 test report. So he is back in camp and he begins his training for the 33rd edition of the African Cup of Nations. Emi Robert and Nje Enoebai, back to you. Thank you. Thank you very much, Simon Lyonga. The Minister of Sports and Physical Education was talking about the Togo. I mean, what better way to illustrate it than to look at the outfit that Professor Fru Angwafo III is wearing. This is exactly what the Togo looks like. And a while ago, the Minister of Sports and Physical Education was talking about the facilities that we have in Cameroon. Very few African countries on the continent can boast of more than 30 stadiums, and this is courtesy of a blueprint, courtesy of a presidential impetus that has been masterminded by President Paul Biya, and hopefully we'll be able to have a fantastic and a tremendous Africa Cup of Nations in 9 days, Aimé Robert. Alors, nous sommes fiers du Togo, de cette identité culturelle du Cameroun, qu'arbore au demeurant ce soir le président du Conseil exécutif régional du Nord-Ouest. Et je voudrais vous interroger, non pas sur le Togo, qui est aujourd'hui une fierté nationale. On a vu comment lors des derniers Jeux olympiques, le Togo a fait sensation avec la Team Cameroun. Mais je voudrais vous interroger précisément sur cette crise socio-politique. Et le chef de l'État fait à la fois preuve d'ouverture, puisqu'il a mis en place un train de mesures, mais également de fermeté,
puisqu'il tient à rappeler la détermination inébranlable du gouvernement à restaurer la paix dans les régions en proie aux menaces sécuritaires. Et une fois de plus, le président en appelle à la collaboration des populations pour accompagner les forces de défense et de sécurité. Ça, c'est un point sur lequel vous devez vraiment continuer à travailler, ou nous devons vraiment continuer à travailler, notamment dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest, collaborer davantage pour mettre hors, bouter hors de ces régions les apôtres, les prophètes du chaos. Bien évidemment, M. Beina, c'est clair qu'il faut absolument avoir une conjugation des efforts, mais surtout l'engagement des uns et des autres. Il s'agit d'un problème qui touche tout le monde, les jeunes comme les vieux, les nantis comme les moins nantis. Et il faudrait que chacun à son niveau puisse être cet apôtre de la paix. Je pense que nous avons entendu ce soir un discours par rapport à la paix qui est, je dirais, prend un pan de dialogue de ce côté, mais aussi un pan de la fermeté et dont c'est une perspective globale. Il ne s'agit pas de l'un ou de l'autre, mais un ensemble de mesures tendant les mesures non coercives et bien sûr des mesures aussi coercives, dont tout le monde a un rôle à jouer. Et je pense bien donc que tous les acteurs de la vie sociale, civile, comme militaires et autres, vont pouvoir se mettre ensemble pour que nous puissions aller de l'avant pour plus de paix, parce qu'il y a déjà une évolution et bien évidemment plus d'harmonie sociale. It's the one best way. Et comme l'a si bien dit une élite du Nord-Ouest, il faut que ceux qui se font encore quelques illusions abandonnent totalement leurs illusions. Il n'y aura pas, il n'y aura point, il n'y aura jamais de Southern Cameroun. Il faut absolument abandonner ce rêve séparatiste et bâtir à l'intérieur de ce Cameroun qui est promis à un bel avenir et qui va célébrer l'Afrique et le monde dans 9 jours seulement avec le coup d'envoi de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, un des grands centres d'intérêt de ce discours, un des grands centres d'intérêt de la vie nationale et de la vie mondiale qui vit quasiment aujourd'hui au rythme du Covid-19. Si la réalisation le permet, nous allons mettre le cap sur le centre des opérations des urgences de santé publique où nous attendons deux valeureux fantassins aussi, pourquoi pas Évariste Yenga et Balwin Sama, puisque tous les soirs, ils sont postés dans ce centre névralgique de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Ils y sont encore ce soir et ils vont donc nous donner les dernières nouvelles de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun, surtout dans ce compte à rebours, dans cette ambition d'une CAN sans Covid. Évariste, Balwin, à vous. Dans ce compte à rebours, dans cette ambition d'une CAN sans Covid. Évariste, Balwin, à vous. Good evening to you, Aimé Robert. Good evening to you, Njieno Ebay, and welcome to the Public Health Emergency Operations Center. I should say, this center that has been active for the last 1 year, 10 months, ever since we had the first confirmed case of the coronavirus in Cameroon. That was in the month of March 2020, with well over 100,000 confirmed cases of persons tested positive for COVID-19 since last year, and over 1,000 Cameroonians who have died of the coronavirus. Reasons why President Paul Biya laid a lot of emphasis on this deadly virus and what it takes for us to break the contamination chain of this virus. With our guests tonight here at the Public Health Emergency Operations Center, we will look at some of these salient issues raised
by President Paul Biya. Good evening to you, Evariste Yenga. Bonsoir Baldwin, bonsoir Aimé Robert, Enjo, Eno Ebaï depuis le stade d'Olembe. Bienvenue ici au Centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. C'est un panel de 2 invités qui va nous accompagner dans leur lecture du discours du président de la République, surtout à l'entame qui a été consacré justement à la riposte contre le coronavirus Covid-19. D'abord, à ma droite, le docteur Andreas Njoy, il est secrétaire permanent adjoint du programme élargi de vaccination. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Evariste. J'aurais dû dire good evening. Good evening, Evariste. Thanks. Et à ma gauche, le professeur Yaboum. Il est épidémiologiste, chef section opération, ici au centre de coordination de ces opérations. Il est aussi enseignant puisqu'il est chargé de cours à l'université de Yaoundé 1. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ah oui, merci pour ce souhait de bonne fête, la Saint-Sylvestre notamment. Et demain, le Nouvel An, naturellement. Alors, vous avez suivi avec nous ici et j'ai pu observer votre concentration, le discours du président de la République, lorsque lors des premières lignes, le président de la République indique les différents efforts ont permis de sauver des vies. On a l'impression que c'est une fleur qu'il fait. Vous avez sauvé les vies. Est-ce que vous en frottez les mains? Alors non, on ne s'en frotte pas les mains. Il ne s'agit pas de triomphalisme, mais on apprécie véritablement les encouragements, les appréciations. Parce qu'à ce moment, on pense premièrement à tous les infirmiers, à tous les médecins au niveau central, au niveau des régions. Il faut quand même dire qu'on a perdu près de 57 personnels de santé qui ont donné leur vie pour sauver les cas de Covid. Donc on apprécie cela. Il a aussi apprécié les chercheurs, les scientifiques qui ont contribué à la réponse camerounaise, qui a quand même été appréciée dans le monde avec des publications dans les journaux les plus importants et avec une riposte qui fait quand même exemple, notamment par le testing qu'on arrive à faire et qui va certainement contribuer de manière significative pour la CAN qui est à venir bientôt. Par la suite, Paul Biya, pour le citer toujours, indique que c'est un impératif de ne pas baisser la garde et de poursuivre la lutte. Pour moi, c'est comme une invite. Et pour vous, qui représentez un peu tous ceux qui agissent, les opérationnels de cette riposte, cela vous interpelle à faire quoi dès demain? Déjà, c'est une invitation, c'est une instruction, c'est une obligation. On est dans une période où on voit le monde entier avec cette vague fulgurante, avec ce variant Omicron qu'on voit partout dans le monde. On n'a pas d'autre choix que de pouvoir intensifier ce que nous faisons déjà bien en termes de testing. Et maintenant, avec les nouveaux atouts que sont la vaccination, on doit véritablement intensifier et s'assurer que chaque Camerounais puisse apporter sa contribution à cette lutte contre la Covid. Le président de la République, évidemment, a évoqué aussi la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive. Évidemment, vous ne faites pas partie des 28 de Tony Conceição, vous, tous les opérationnels de la riposte, mais vous avez un rôle majeur à jouer là-bas. Nous en sommes à 9 jours du début de cette compétition. À quel niveau situez-vous vos préparations? Et d'ailleurs, puisqu'il indique, le président de la République, qu'il va falloir poursuivre la riposte après la CAN. Donc, après la Coupe d'Afrique des Nations, il faut continuer cette surveillance, il faut continuer. Et qu'est-ce qu'on fera cette fois-là? Est-ce qu'on a de la ressource nécessaire pour y arriver? Déjà, il faut dire que nous faisons tous partie de l'équipe. Nous sommes le 29e joueur de l'équipe nationale. Donc, c'est important de le dire et chaque Camerounais doit contribuer. Donc, maintenant, en termes de réponse, la CAN arrive comme un événement majeur dans la réponse à la Covid. C'est un challenge parce qu'il y aura un nombre important de personnes, près de 1 million de personnes qui vont aller dans les stades. Donc, nous avons pour rôle de s'assurer que ces personnes soient saines au moment où elles arrivent dans le stade. D'où tous les efforts qui ont été faits dans un dispositif qui a été discuté, salué avec la CAF, qui nous permettra d'assurer, avec le pass sanitaire, que les personnes qui iront au stade, mais aussi dans les fan zones et chez eux, puissent être vaccinées, testées et de cette manière pouvoir profiter de cette compétition. L'après-CAN, est-ce qu'on a la ressource? Il y avait ce volet de la question. Les ressources se sont mobilisées. Je veux dire, aujourd'hui, pour la couverture sanitaire uniquement, on parle de plus de 4500 personnes qui seront mobilisées pour s'assurer qu'on puisse, dans les 5 sites et dans les 10 régions,
s'assurer que nos supporters puissent suivre la CAN comme il se doit. Et vous voyez ici quelques images du centre d'appel, du centre de coordination ici. Since March 2020, at the call center, we receive calls on the toll-free number on daily basis, getting answers from these young Cameroonians as concerns the spread of the coronavirus in the 10 different regions of Cameroon. They work here from 7 a.m. It's for 24 hours. They are busy here. And one of the key issues raised by President Paul Biya in his address to the nation tonight, Dr. Andreas Njor of the National Immunization Program, is vaccination, which happens to be quite key in breaking the contamination chain as far as the spread of COVID-19 is concerned. With over 1 million Cameroonians so far who've been vaccinated against COVID-19, it's a clarion call from the head of state. Yes, of course, Bodwin, as you rightly said, the head of state greatly reminds us of the burden of COVID-19 globally and in Cameroon. And he, of course, emphasizes that though this pandemic remains a major problem, but the government is putting in place every effort to mitigate the impact of COVID in our population. Firstly, the health sector is being reinforced, and measures to limit the spread of COVID has been intensified. We have vaccines available at every level of the country to help us break the transmission chain of COVID-19. And it's good to emphasize that we have a variety of vaccines that have been made available to the Cameroonian population, including a vaccine like Pfizer, which is stored in ultra cold chain. It's a system that is not given to every country, but this has been made available in Cameroon. And with the forthcoming AFCON, even the Pfizer vaccine, amongst the other vaccines, Sinopharm, Johnson, Astra, they are available in every region of the country to get the population vaccinated and protected against COVID-19. And that is a call that comes from the greatest, that of the head of state, calling on Cameroonians to get vaccinated, to turn away from the destructive messages that come from social media. So we think that this is a call that everyone should heed to. I want us to lay a lot of emphasis on this call from the greatest voice of the country, discouraging social media. You have about Cameroonians who are having themselves vaccinated, since we're talking about vaccination against COVID-19. Here at the Public Health Emergency Operations Center, they listened to the President of the Republic. They came right here to the Public Health Emergency Operations Center, and that is why, as you have these images on your screen, most of them have decided to yield to the call from the head of state to have themselves vaccinated, and that's why we are encouraging other Cameroonians who are reluctant not to rely on fake news on social media concerning these vaccines, because President Paul Biya says we should believe as far as the efficacy of these vaccines are concerned. Of course, and it's good to note that at the moment in Cameroon, we have been able to vaccinate more than 1 million persons. But just like the President emphasizes, this number remains very, very small if we have to attain herd immunity. This gives us just over 6% of the total of the population vaccinated. We need to do more. We need to vaccinate over 50%, 60% of the country's population for us to get protected fully against COVID-19. Not just ahead of the AFCON, vaccination continues equally after the Africa Cup of Nations. Of course, but before the AFCON, it is very important. We scale up rapidly for the AFCON, and thereafter, we have to continue with this vaccination program such that even after the AFCON, we should remain safe and live together as we used to do before COVID. Rapidement, mot de fin, professeur Yaboum, à quoi on va s'occuper ici à la coordination dès demain? Ben, écoutez, dès demain, ce qu'il faut rappeler aux Camerounais, ils ont 3 choses à faire. La première chose, c'est de pouvoir s'enregistrer, se préenregistrer sur la plateforme qui va servir pour générer le QR code. Elle s'appelle Mamal Pro. La deuxième chose, c'est de se rendre dans les sites de vaccination pour se faire vacciner. Et la troisième, juste avant les matchs, de se faire dépister. Voilà. Merci à vous, professeur Yaboum. Thank you to you. It's a pleasure, Evariste. Voilà, Aimé Robert, il y a des messages qui sont revenus en cloche, vous l'avez noté, certainement. Observez les mesures barrières. Cela devrait se poursuivre. D'abord, d'ailleurs, le président de la République l'indiquait aussi avant notre panel ici. Ensuite, il y a se faire tester. Cela ne va pas s'arrêter avec la Saint-Sylvestre aujourd'hui, ni avec le Nouvel An demain. Cela devra se poursuivre en 2022, car le combat, il continue. Vous qui nous indiquez
évoquiez tout à l'heure. Comme des fantassins, on ose croire qu'on devra rester d'attaque donc ici au centre de coordination des opérations d'urgence de santé publique. La troisième chose, c'est bien entendu la vaccination, celle qui permet de prémunir chaque Camerounais contre les formes graves de la maladie. Donc, c'est un mode de protection des plus rassurants. Voilà l'essentiel. Aimé Robert, Ndje et Noébaï, ici, les soldats du centre de coordination restent d'attaque. Vous avez pu voir quelques images ici en direct de la vaccination. Vous avez pu voir aussi les images de la ville et le centre d'appel qui n'est pas allé en congé parce qu'il s'agit de la Saint-Sylvestre. C'était grâce à l'appui technique, le concours de Hervé Djoufak et ses équipes. Nous vous remettons l'antenne. À vous le plateau. Well, thank you very much, Evariste Enga. Thank you very much, Evariste Enga, for the updates that we've had. Just time for us to quickly launch over to the southwest region. We have indications that we have a reporter from the southwest region who's standing by. I mean, people have been reacting to President Paul Biya's State of the Nation's address. I mean, President Paul Biya, who made really huge declarations in there. And over in the southwest region, there have been reactions at the moment. If everything is set technically, we will move over to Buea in the southwest region and connect with our reporter, Mary Lum Azonga Kwenti, who is standing by live for the first reading, the first appraisal of the population of the southwest region of President Paul Biya's address to the nation today. Hello, Mary Lum. Address to the nation today. Hello, Mary Lum. Ndje and Obai, Happy New Year 2022. Televiewers, you're welcome to the southwest region of Cameroon. My name is Mary Lum Azonga Kwenti. We have here with us the Member of Parliament for Ndian, Honorable Ngale Daniel. Honorable, you followed the President's address this evening. A lot to talk about. We followed him talk about the coronavirus, the socio-political crisis rocking the southwest and the northwest. We heard about the AFCON. You know, the southwest region is one of the host sites of the AFCON, and a lot has been going on, or it's been taking place, and there is a lot of transformation. So you follow the head of state's address. We want your contributions, your reactions. Oh, Mary Lum, my reactions, as those of any level-headed Cameroonian, are positive. Positive in that the head of state's address is topical, it is reassuring, it is comforting. In the 3 or 4 areas that the head of state has touched, namely the pandemic, the economy, the crisis, and the organization of the AFCON, you see that these 3 aspects, you know, topical, reassuring, and comforting, gets across. Take, for example, the crisis. The crises are challenging. The head of state has made us to know that it may not be the last pandemic. It may not be the last pandemic. And that despite efforts by the government, the pandemic is changing its form. It therefore calls on all Cameroonians to mobilize, to put their hands and heads together to fight this pandemic. And he therefore prescribes, you know, barrier measures and vaccination, and tells Cameroonians to off the propaganda that is going on social media. And with that, he makes us to understand that we as a family can overcome. Same thing in the economy, that he tells us of the resilience of our economy because of the fiscal policy put in place by the government and the confidence
you know, that our partners abroad have for Cameroon as a result of what the Cameroonians are doing to keep the economy afloat. Then you come to the crisis that is rocking the Northwest, the Southwest, and the far North. The president is reassuring. He tells us that the government is making measures, and he doffs his hat to the boys who have listened to his plea, to his stretch of the olive branch, and most of them are in the DDR center. And he doffs his hat again to our forces of law and order and calls upon the youth to take this as a model of patriotism. And then, above all, he tells us about the AFCON that we are organizing. And he makes us to know that when we put our efforts together, it will be one of the best AFCON ever organized in Africa. So you see that the head of state's message is so comforting. Come to think of it, one thing that stands out tall in his message is his high sense of equity. Who would have thought that the South would have been one of the last regions to have a state university? But that is President Paul Biya, and that is how he operates. And so, telling us that we should put our hands together, we think together as a family, and by so doing, we are going to overcome. President Paul Biya makes us to know that no one can do it alone. We must all, as a people, collectively, collegially, come together to overcome all the challenges that await us. Honorable, we have the special status, we have the Southwest House of Assembly as one of the fallouts of the Grand National Dialogue, and they have already started doing a lot of things. What do you say about this? The President mentioned? Yeah, I would also doff my hat to the President of the Republic for this initiative. Remember that on Monday, the Southwest Regional Assembly held its budget session. And what we saw there is complementarity to what the government is doing. And I was so happy when I saw that certain projects that were not taken care in my area in the public investment budget were taken care by the Regional Assembly. And this is the type of complementarity that we want. And the head of state makes us to know that there should be no precipitation. We should be careful, we should be cautious, and by so doing, we shall overcome. Hello, Yaoundé. It is here that we're going to end contributions from the Southwest region. My name is Mary Lum Azonga-Nkwenti, and we had the technical supervision of Feji Gaius. Happy New Year 2022. Over to you. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Mary Lum Azonga-Nkwenti, and thank you very much for that insightful analysis there with your guest, Honorable Ngeka Fritz, and obviously lots and lots of talking points in there from the President of the Republic's State of the Address to the nation. Thank you very much, and Happy New Year. Aimé Robert, we still have to talk politics and obviously to talk the economy. Absolument, il est 22h05, mesdames et messieurs, restez des nôtres en direct de ce monumental stade d'Olembe qu'on n'a pas fini d'apprécier. Nous ne sommes d'ailleurs qu'au début de cette belle aventure de ce beau stade qui fait la fierté du Cameroun, et nous allons faire une transversale pour ainsi dire à Lucrèce Mbenga et Charles Ebouné qui vont animer le plateau économie et politique consacré donc à ce message à la nation du chef de l'État. À vous, Lucrèce.
Merci, Aimé Robert. Une année politiquement stable malgré quelques incursions de Boko Haram et des velléités sécessionnistes, du reste contenu par une armée toujours engagée et de plus en plus soutenue par les populations. Une économie résiliente portée par une croissance positive malgré les crises sanitaires et sécuritaires. Une signature de qualité, des succès sur le marché financier international, des avancées certaines dans le vaste chantier des infrastructures sportives, énergétiques, routières et hospitalières. Madame, Monsieur, bonsoir. Aimé Robert l'a dit. Nous poursuivons donc le décryptage du discours du président de la République dans ses volets politiques et économiques. Bonsoir, Charles Ebounet. Good evening, Lucas, Medu. Thank you very much for joining us here at the Olympic Sports Complex, where we are, of course, analyzing President Paul Biya's address to the Cameroonian people tonight. And to discuss the politics and the economics of the president's address tonight, we have Tanye Tiku, who is the Director General of the National School of Local Administration, and he traveled right away from Buea in the Southwest region to join us. Mr. Director General, thank you very much for coming. Well, good evening, Charles. I'm glad to be here. And we equally have Professor Henri Ngwa Tabi, who is an economist. Bonsoir, Monsieur l'enseignant de ce plateau. Bonsoir, merci pour l'invitation. And I think we have to start with Mr. Tanyetiku. President Paul Biya tonight once reiterated the governance philosophy of the country, which is decentralization. And just a few days ago, he signed the decrees organizing the regional administration channel. How do you interpret that for the acceleration of the decentralization process? Well, I think that it is the decrees that the head of state signed a few 24, 48 hours ago are just one of the elements. The speech of this evening is coherent with these decrees. Effectively, the head of state has moved from the theory part, the policy part. We are now into the details of decentralization. And these decrees on the transfer of competence, especially the sectors concerned at first, tourism, inter-urban transport, town planning and housing, are not only sectors that impact directly on the lives of the population, but they are also competencies and powers that can permit the regions to garner some resources from the exercise of those competencies. It's very important. So transfer of powers, yes, but inside those powers, if well harnessed, transfer also of resources. Sure, the president is talking about time for action on the decentralization process. He equally came back to talk about the holding of the major national dialogue, the granting of the special status for the Northwest and the Southwest regions of the country. What actually has taken place to take these realities to the people on the field? Well, as the head of state rightly pointed out, the regions have effectively become operational. I know that in the Southwest there was a session, budgetary session. The creation of this special status for the Northwest and Southwest region. But above all, I think that something very important that the head of state pointed out is the increase of citizen participation in decisions that concern them directly. And this, one of the key elements of citizen participation is through the effective functioning of the regions. And so if we follow up from where the head of state is leading us, it is that more and more power is being devolved to the local level as a way of increasing this participation, increasing involvement, and bringing down social tensions and resolving issues through democracy. Through elections. Lucas Mebenga, certainly you have a question for the Director General. Tout à fait. Monsieur Tanyetiku, on l'a dit, vous êtes dans le directeur de la NASLA, la National School of Local Administration. Quel est le rôle que cette école-là peut jouer ou va jouer dans l'accélération de la décentralisation après les récents textes du chef de l'État? Oui. J'ai parlé tantôt des transferts de compétences que le chef de l'État a acté récemment par ses décrets. Pour que cette compétence soit bien exercée au niveau régional et au niveau local,
il y a un élément clé qui est les ressources humaines. Il ne suffit pas de transférer des compétences et des ressources. L'élément le plus important, c'est qu'au niveau local et régional, il y a des personnes qui sont capacitées à prendre en main ces compétences. Et c'est à ce niveau que la NASLA entre en jeu. Parce que le gouvernement s'est doté d'un outil qui permet à ce que la décentralisation soit effective, mais surtout qu'elle soit efficace. Et donc, notre rôle, c'est de former et de mettre à disposition de ces collectivités le personnel qui prendra en main ces compétences. Je considère donc que le chef de l'État a, à travers ces décrets et à travers les axes de ce discours sur la décentralisation, donné le ton. Il est temps qu'on mette à disposition des régions et des personnels qui prendront en main ces compétences et ces ressources qui ne vont que s'accroître. Parce que les premiers transferts de compétences sont arrivés. Il y a aussi des départements ministériels dans les jours, certainement dans les semaines qui viennent, qui vont transférer des compétences. Et donc, ça ne va qu'aller crescendo. Et ces compétences sont accompagnées des ressources. Il y a donc une capacité à avoir, à prendre en main. Le risque est de transférer des compétences aux régions et qu'à un moment, on se rend compte que ces compétences sont mal prises en main. Il faudrait à ce moment soit trouver un mécanisme pour qu'on se substitue encore aux régions, aux collectivités pour les exercer, ce qui ne serait pas bon pour la décentralisation et pour la démocratie locale tant prônée par le chef de l'État. Je résume donc, c'est ça le rôle de la NASLA, permettre à la décentralisation d'être effective, surtout de réussir en raison de la qualité de personnel que nous mettons à disposition des échelons. Let's probably talk the last issue the president raised when it comes to politics, the necessity for peace in our country, and he raised the issue of the killing of school children, for example, in the Kondo Titi. How do you tell the people to understand the president's call that fake news on social media is not necessary for peace to reign in the far north, in the northwest and southwest, which, of course, over the past 5 years or 7 years, for the far north in particular, have been caught up in these personal issues which have become more of a political drama? Well, I think that the train of measures already set in motion to bring normalcy to the situation in the northwest and southwest, added to what the head of state. Social media is very important because it is a medium by which you can radicalize young people. And so by calling on a responsible use of social media, what the head of state is effectively saying is the messaging is very important because we all have different capacities of absorption. And so the intellectual capacity or comfort of X in receiving a message will not be that of Y, which is, that's why I think the head of state touched on the issue of hate speech. But also, there's another component of the speech which is insistence on dialogue. Dialogue after the major national dialogue, citizen participation. There are two tools that the head of state has in his skill toolbox. He was very firm on the intolerance towards criminal behavior, barbaric behavior, but at the same time he kept on insisting on all his continued willingness to dialogue. So the head of state sees this as, yes, sanctions were necessary, but above all, try to convince people, educate them, because sometimes... We should avoid mob justice. Of course. Avoid mob justice, but above all, bring people to trust the institutions, to trust the state as an actor that can resolve their problem. And that's where dialogue is important. Sometimes only listening to somebody is sufficient to bring down his tension a little bit. And so dialogue remains a key element in all of the head of state's declarations, and it still was one today. Lucas Ebenga. Merci Charles. On va donc poursuivre cet entretien pour parler du volet économique du discours du président de la République. Professeur Henri Ngouattabi, le président de la République a présenté l'année 2021 comme étant une année résiliente sur le plan économique. On va dire à raison au regard de ce qui se passe dans d'autres pays. Certains pays ont terminé l'année avec une croissance négative et un taux d'endettement qui a pratiquement explosé.
Oui, Lucrèce, là vous touchez aux indicateurs macroéconomiques. Ce sont ces indicateurs qu'on regarde pour voir si une économie est résiliente. D'abord, la résilience, c'est que l'économie absorbe les chocs et continue son chemin vers la croissance. Et donc, c'est le cas de l'économie camerounaise. La première des choses, c'est que les chocs sont absorbés et la marche en avant continue par l'investissement. Comment ces chocs sont absorbés? Par des mesures qui ont été prises. La consolidation budgétaire, ça veut dire d'abord l'élargissement de l'assiette fiscale. Et l'élargissement de l'assiette fiscale a apporté ce que le chef de l'État a appelé l'augmentation des recettes non pétrolières. Ensuite, vous avez le redressement budgétaire qui s'est opéré par la gestion des finances publiques au niveau du budget du fonctionnement de l'État. Et ensuite, vous avez toutes les réformes fiscalo-douanières qui ont été opérées, qui permettent donc d'avoir une marge de manœuvre et d'injecter cet argent dans l'investissement, pouvoir s'endetter et d'investir. L'investissement, c'est la production. Et en produisant, vous contribuez à faire tourner l'économie et donc vous ne ressentez pas forcément ces chocs et vous poursuivez la marche vers la croissance sans coup férir, comme c'est le cas de l'économie du Cameroun, dont la résilience, parce qu'il y a des réformes qui sont effectuées, parce qu'il y a des investissements qui sont faits, et ces investissements, le chef de l'État les a bien listés, et c'est ça qui fait donc que l'économie du Cameroun est fortement résiliente. C'est à juste titre. On a également un retour vers le marché financier international, un retour gagnant, et en même temps la signature d'un deuxième programme avec le Fonds monétaire international. Oui, vous voyez, lorsque vous engagez des réformes, parce que là, c'est la deuxième signature avec le Fonds monétaire. La première signature, c'est que le Fonds nous a apporté la rigueur dans la gestion budgétaire. Ceci nous a permis donc d'engager des réformes qui ont permis à l'économie camerounaise d'être résiliente. Et ces réformes, donc, n'étant pas achevées, il était de bon ton qu'un deuxième contrat soit signé avec le Fonds monétaire pour poursuivre ces réformes. Ce sont ces réformes qui sont encore mises en œuvre aujourd'hui au niveau de la Direction générale des douanes, au niveau de la Direction générale des impôts, au niveau de l'État central, qui permettent donc à l'État d'avoir des marges de manœuvre et de pouvoir résister à ces chocs. Donc, le fait de signer ces contrats-là, non seulement ravive la signature du Cameroun à l'échelle internationale, parce que vous avez des partenaires qui vous rendent crédibles, et il faut forcément cette crédibilité pour que vous puissiez continuer à lever des fonds et à pouvoir investir. Et comme je l'ai déjà dit, la levée des fonds permet d'investir, donc de terminer les projets structurants, barrages hydroélectriques, tout ce qui concerne infrastructures sportives. On a d'abord tout ce qui est investissement structurant, et ensuite tout ce qui est investissement concernant les villes qui reçoivent la CAN. Vous voyez donc que ce sont des gros investissements et beaucoup de financements injectés dans l'économie. Et lorsque vous injectez une masse d'argent comme celle-là dans l'économie, forcément, ça crée un déclic. Et si vous constatez, les investissements qui sont réalisés, ne serait-ce que pour les villes qui reçoivent la CAN, ont permis de faire quoi? De toucher quasiment à tous les secteurs. Secteur autoroutier, télécommunications, eau, électricité, hôtellerie, nutrition, routes, autoroutes. C'est tous les secteurs de l'économie qui ont été plus ou moins mis à niveau, ou alors un certain gap a été comblé. Et les effets se font sentir déjà maintenant. Nous sommes dans ce stade, c'est toute une joie. L'économie, c'est d'abord le moral. Si vous avez le moral, vous êtes déjà bien. Donc lorsque nous sommes ici, nous nous sentons bien, et ceux qui visiteront ces infrastructures vont voir que le moral, c'est quelque chose de bien, et la CAN va booster le moral des Camerounais. Ça, c'est bien. À court terme, vous allez voir que ces investissements produisent des effets à court terme. Ce court terme même, il est déjà là, puisque les équipes sont là. Il y a beaucoup de financement qui va tourner. L'économie va tourner à plein régime pendant un mois avec tout ce monde qui arrive. Et donc forcément, ça va encore tirer la croissance vers le haut. Et à moyen terme, à très long terme, parce qu'une infrastructure comme celle-ci, dans 100 ans, elle sera visitée comme site. Regardez le stade Omnisport. Les coûts ont été amortis depuis, même s'il a été rénové. Mais on continue encore à l'exploiter. Et toute l'exploitation qui est faite au stade Omnisport actuellement, ce n'est que ce qu'on appelle en économie de la plus-value. Professeur, peut-être que la dernière question, au cours de l'année, on a eu la visite au Cameroun, reçue en audience par le président de la République, de l'homme noir le plus riche de la planète, Aliko Dangote, au moment où tout le monde dit que le Cameroun n'est pas une destination à faire les affaires, quelqu'un que sa fortune 26 milliards de dollars, presque 30, le budget de 30 pays africains. Quand on a Aliko Dangote
au Cameroun pour dire je vais investir plus. On ne doit pas douter de la stabilité de notre économie, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas douter. Lorsque vous regardez les indicateurs macroéconomiques, je l'ai déjà dit, le taux de croissance est positif, le niveau d'endettement est de 45% du PIB, alors que la plupart des pays occidentaux, si vous regardez après la pandémie, sont au-delà de 120-130% du PIB. Ensuite, vous avez... ces indicateurs-là sont au vert dans la plupart des cas. Et lorsque vous recevez un grand investisseur comme celui-là, c'est l'attractivité du secteur privé. Le secteur privé, c'est le secteur qui produit la richesse. Et cet investisseur constate que vous avez réalisé des investissements structurants et qui vont donc créer ce qu'on appelle en économie l'effet multiplicateur. C'est-à-dire, lorsque vous investissez, il est possible pour lui maintenant de venir à nouveau créer une nouvelle industrie parce que les investissements de base sont là. Et cette nouvelle industrie trouvera matière à pouvoir se déployer. Donc, effet multiplicateur, ça veut dire que les infrastructures que crée le Cameroun vont amener Ali Dangote à pouvoir investir à nouveau. Ces investissements vont faire quoi? Créer de l'emploi. Quand ça va créer de l'emploi, ça créera de la plus-value à chaque étape, ça créera de la croissance, ça créera, bien entendu, du bien-être forcément au bout du compte. Charles, peut-être qu'on ne va pas laisser le prof partir sans lui poser une question sur la transformation structurelle de l'économie camerounaise à travers la SND30. Le président a fixé le cap. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que cette transformation structurelle soit accélérée? Oui, d'abord il y a une loi programmatique qui doit être votée pour que la SND30 se déploie réellement. Et la loi programmatique n'est pas encore votée, donc elle arrive. Mais il faut dire que la première des choses, par exemple, le ministère de l'économie a mis sur pied la politique des champions nationaux. Il faut donc bien détecter les bons champions nationaux et pouvoir créer autour de ces champions nationaux ce qu'on appelle des chaînes industrielles ou alors créer un peu plus des chaînes de valeur autour de ces champions nationaux. Chaînes industrielles ou chaînes de valeur autour de ces champions nationaux, ça veut dire quoi? Production de la matière première, transformation de cette matière première, produits semi-finis, produits finis, en fonction du niveau que vous voulez. Produits sophistiqués, plus ou moins sophistiqués, moins sophistiqués, cibler le marché que vous voulez. Il faut donc faire cette identification dans les secteurs où nous avons une forte compétitivité pour pouvoir lancer vraiment le processus de la transformation sectorielle. Lucas, Mr. Director General, Prof, thank you very much and we wish you a prosperous